Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage où l'on va croiser deux approches absolument fascinantes sur la gestion de l'argent. D'un côté, on a le pragmatisme pur et dur de l'entrepreneur Philippe Simot avec ses techniques de terrain. Et de l'autre, la profondeur intemporelle, la sagesse biblique apportée par Krishnidhi Kumana. Quand on combine cette rigueur mathématique du quotidien avec une vision beaucoup plus spirituelle de la richesse, eh bien on obtient un mode d'emploi redoutable pour reprendre le contrôle de ses finances. Posons les bases. Pourquoi l'argent semble-t-il disparaître à une telle vitesse? C'est tellement classique d'arriver à la fin du mois, de regarder son compte en banque et de le voir complètement à sec. Et très souvent, le réflexe naturel, c'est de chercher un coupable extérieur. On va blâmer l'économie, la malchance ou même, comme le mentionne Krishnidhi Kumana, de soi-disant malédiction spirituelle ou un démon des finances. Mais les sources que nous analysons aujourd'hui frappent un grand coup. Non, ce n'est pas une question de mauvais sort. C'est presque toujours, tout simplement, un gros manque de sagesse et de discipline financière. Au programme de cette analyse, 1. La sagesse de la fourmi. 2. Maîtriser le coût de la vie. 3. Colmater les fuites d'argent. Et enfin, 4. Le compte bancaire céleste. Première partie, la sagesse de la fourmi. On commence avec une métaphore biologique incroyable tirée du livre des Proverbes. Kumana utilise l'image de la fourmi pour illustrer la base absolue de l'épargne, l'anticipation. Pensez-y, la fourmi n'a pas de chef, pas de superviseur, et pourtant instinctivement, elle stocke des ressources pendant que le soleil d'été brille encore, pour se préparer à l'hiver rude. Et c'est exactement ça, la vraie sagesse financière. C'est se préparer aux inévitables coups durs de la vie quand tout va pour le mieux. Mettre de côté quand le ciel est bleu, ce n'est pas du tout être paranoïaque, c'est la définition même de l'intelligence. Et pour bien comprendre, prenons un exemple très concret soulevé par Andy Kumana. Imaginons deux personnes qui gagnent le même salaire, disons 500 $ par mois. La première arrive à gérer sa famille, à vivre paisiblement et même à prospérer. La seconde vit constamment au-dessus de ses moyens et finit le mois en suppliant son banquier pour un découvert de 100 $. Qu'est-ce que ça nous dit? Que le problème vient très rarement de la taille du salaire, mais bien du mode de vie. Ce fameux cycle infernal des dettes, ça n'a rien de spirituel, c'est un pur problème de gestion. Deuxième partie, maîtriser le coût de la vie. Maintenant que la mentalité de la fourmi est intégrée, passons aux techniques de choc de Philippe Simot. Et on attaque avec le poids lourd du budget, le logement. Simot fixe une règle d'or implacable. Le loyer ne doit absolument jamais dépasser 20% de nos revenus totaux. 20% maximum. Et si ça n'entre pas dans le budget, eh bien il faut faire des choix forts. Opter pour la colocation ou accepter de déménager plus loin du centre-ville. C'est un petit sacrifice de confort à court terme, c'est vrai, mais ça libère une marge financière énorme pour bâtir un vrai patrimoine. Et au quotidien, sur le lieu de travail, comment ça se passe? L'un des plus grands pièges, c'est de suivre les collègues qui dépensent sans compter au restaurant. La solution de Simot? La bonne vieille gamelle. Il raconte d'ailleurs avec fierté comment il a porté son délicieux plat traditionnel, le bongo jobi, au bureau. Et la différence mathématique est dingue. On passe d'environ 1500 francs CFA pour un bon plat fait maison à 15 000 francs au restaurant. C'est 10 fois plus cher. Multiplié par le nombre de jours de travail dans l'année, c'est un gouffre financier colossal qu'on peut si facilement éviter. Troisième partie, colmater les fuites d'argent. Une fois qu'on a commencé à accumuler cette belle épargne, il va falloir la défendre bec et ongle. Et c'est là que Andy Kumana lance un avertissement retentissant contre les crédits à la consommation. Imaginons prendre un crédit de 10 000 $ sur 2 ans, juste pour payer des vacances à la famille. Pour quelques semaines de plaisir éphémère, on s'enferme dans un piège de long terme. Si derrière il y a une crise ou une perte d'emploi en cours de route, cette dette de loisir se transforme en une vulnérabilité extrême. C'est littéralement l'anti-sagesse de la fourmi. Nos deux sources s'accordent d'ailleurs à dénoncer cette pression sociale étouffante qui pousse à acheter des passifs juste pour impressionner la galerie. On connaît tous ces SMS qui font miroiter des crédits instantanés ou cette envie folle de financer le tout dernier iPhone 16 alors que l'iPhone 13 fonctionne encore à merveille. Il faut absolument se libérer de cette envie maladive de paraître riche avant de l'être vraiment. Et cette discipline passe aussi par les courses au supermarché. Simot a des règles drastiques. Règle numéro 1, on ne met jamais les pieds dans un magasin sans une liste. Les centres commerciaux sont psychologiquement conçus pour faire craquer le consommateur. La vraie force mentale, c'est d'y entrer avec l'objectif d'acheter une tranche de pastèque, de marcher droit vers la pastèque en ignorant royalement les promos sur le chemin, de payer et de ressortir, point final. Une autre fuite d'argent majeure se cache souvent dans les relations humaines. Surtout pour les personnes qui vivent à l'étranger et qui sont perçues comme des guichets automatiques par leur entourage. Simot résume ça avec une phrase choc. « Je ne suis pas son banquier ». Fixer des limites claires et savoir dire non aux urgences qui n'en sont pas, c'est une étape absolument cruciale pour protéger son avenir. Mais alors, comment gérer ces fameuses sollicitations familiales sans créer de drame? Voici la méthode en 3 étapes. Premièrement, exiger un préavis. Deuxièmement, on intègre cette demande dans notre budget du mois suivant. Et troisièmement, on décaisse l'argent seulement le mois d'après.
C'est radical, mais cette procédure éduque l'entourage à anticiper ses propres besoins. Et ça filtre naturellement les demandes impulsives, comme l'envie soudaine d'acheter une nouvelle tenue pour une fête. Bon, et pour se protéger de soi-même face aux achats impulsifs, il y a une règle géniale à mettre en place, le délai de carence de 3 jours. Si un achat imprévu représente entre 5 et 10% du revenu mensuel, on bloque tout. On s'impose 72 heures d'attente avant de sortir la carte bleue. Ça retire toute l'émotion de la décision et bien souvent, au bout de ces 3 jours, l'envie pressante d'acheter cet objet a complètement disparu. Le problème, c'est que même avec la meilleure volonté du monde, si l'argent de l'épargne reste facilement accessible, il finira par être dépensé à la première urgence émotionnelle. La solution ? Il faut bloquer cet argent. Le rendre physiquement difficile à atteindre. Ça veut dire placer son épargne sur des comptes verrouillés, la confier à une personne de confiance absolue, ou utiliser le système des tontines. Sans accès direct au cash, la tentation disparaît purement et simplement. Quatrième et dernière partie, le compte bancaire Céleste. Une fois que l'épargne matérielle est sécurisée et que les dépenses du quotidien sont domptées, les enseignements de Ndikumana nous poussent à regarder plus haut. Quel est le but ultime de cette richesse ? Il établit une distinction magnifique entre le compte terrestre, qui nous sert de bouclier contre les aléas de la vie, et le compte céleste. Ce fameux compte spirituel, on le remplit de façon totalement désintéressée, en aidant les orphelins, les veuves, en soutenant des œuvres de bienfaisance, sans jamais attendre le moindre retour sur investissement. Mais attention, Ninji Kuman est très ferme là-dessus. Cette générosité doit toujours se faire avec nos propres moyens. En s'appuyant sur l'épître Corinthiens, il rappelle qu'il serait totalement absurde et dangereux de s'endetter pour faire un don à son église ou pour impressionner spirituellement son entourage. La générosité ne doit jamais mettre en péril la sécurité financière du foyer. Le don est validé par l'intention du cœur et doit toujours, impérativement, se faire avec l'argent dont on dispose réellement. Finalement, qu'on regarde à travers le prisme des couples budgétaires ultra pragmatiques de Philippe Simo ou via la sagesse d'anticipation spirituelle de Chris Ndikumana, ce décryptage nous montre une vérité frappante. Gérer son argent, ce n'est pas qu'une question de mathématiques, c'est un véritable test de caractère. C'est apprendre la patience et savoir repousser la gratification immédiate. Alors, une question fondamentale se pose pour conclure. Et si cette discipline de fer, cette rigueur implacable envers soi-même, n'était finalement pas le seul véritable chemin vers une liberté totale et durable ? C'est une réflexion profonde à méditer pour quiconque souhaite transformer son avenir.